Ce mois-ci, je fêtais mes 3 ans d'activité sur YouTube. Et pendant tout ce temps, j'ai eu l'occasion de vous parler d'à peu près tout ce que j'aime, du graphisme, de la 3D, des jeux vidéo, de la musique, etc. Mais récemment, j'ai eu une réflexion. C'est qu'il y a un domaine que j'aime plus que tout, qui est présent dans ma vie depuis toujours et qui, je l'espère, le sera encore plus dans le futur. C'est le cinéma. Je me rends en salle au moins une fois par semaine, j'ai commencé à refaire mes classiques, j'ai passé ma meilleure vie devant Asteroid City, j'ai kiffé Babylone, j'ai poncé les vidéos de Thomas Light et j'ai détesté le dernier Astérix, vraiment ce film est une grosse merde. Le cinéma, c'est probablement, avec le jeu vidéo, le plus complexe et élaboré des arts. Il réunit la maîtrise de l'image, du son, des dialogues, de la musique, voire même du temps. Il arrive juste, avec la composition d'un cadre et le mouvement d'une caméra, à nous raconter toute une histoire. Et je me rends compte que depuis tout ce temps, je vous en ai genre jamais parlé. Après un total d'une 60aine de vidéos à mon actif, j'ai même pas mentionné, voire effleuré le sujet. Du coup, il fallait bien que j'essaye au moins une fois, que je vois si c'est quelque chose qui me plaît à produire et qui, encore plus important, vous plaît. Et donc, quoi de mieux pour vous parler de cinéma pour la première fois qu'un film qui, aujourd'hui, est devenu un incommensurable classique et met l'intégralité de la critique d'accord? Quoi de mieux qu'un film qui instaure l'atmosphère la plus unique, la plus transportante des œuvres créées jusqu'à maintenant? Quoi de mieux qu'un film qui remet en question la notion même d'existence, voire d'humanité? C'est profond. Quoi de mieux pour vous parler de cinéma que Blade Runner? Depuis quelques temps, j'ai sombré dans le cyberpunk. Je me suis mis à Akira, je parle du manga évidemment, je regarde pas d'anime. On a fait Stray en live et c'était très cool. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/bloc-lunaire. J'essaie de stream toutes les semaines, l'ambiance est assez chill et le chat est super cool. Et j'ai changé mon fond d'écran aussi. Et ça veut tout dire. Justement, Blade Runner, c'est un film de SF. C'est limite la base même de la SF cyberpunk qu'on connaît aujourd'hui, vu qu'il est sorti originellement en 1982. Personnellement, je l'ai découvert qu'il y a quelques mois, et j'ai eu la chance de le revoir dans une grande salle de cinéma à l'occasion des 100 ans de la Warner. C'était d'ailleurs une des meilleures séances de ma vie, et c'est probablement devenu mon film préféré de tous les temps. Tout simplement. Je suis d'ailleurs pas le seul, puisque, comme je vous l'ai dit il y a une minute, c'est aujourd'hui un classique intersidéral. Sauf que ça a pas toujours été le cas. Parce que je vous l'ai pas dit, mais Blade Runner c'est pas un film. Blade Runner, c'est un énorme flop à sa sortie, 8 versions différentes étalées sur 25 ans d'existence, ponctuées par plusieurs tentatives d'un réalisateur accroché à son projet, qui tente de faire entendre sa voix parmi les différentes censures et les mauvaises directives des producteurs. Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête de faire cette voix. Avant de vous dire pourquoi c'est bien, je vais donc vous raconter l'histoire de ce film, qui n'atteindra les étoiles qu'après s'être perdu dans le néant. C'est profond. Tout commence avec un livre, écrit par Philip K. Dick et paru en 1968 sous le nom « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ». Ce livre, il raconte l'histoire de Rick Deckard, un chasseur d'androïdes qui part à la recherche de certains d'entre eux évadés de Mars pour accomplir son rêve de remplacer son mouton électrique par un vrai. En gros, c'est ça, même si l'histoire reste tout de même bien plus complexe. C'est seulement un an après, en 1969, que quelqu'un s'intéresse déjà au fait d'adapter le roman au cinéma. Et cette personne, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Martin Scorsese, probablement un des plus grands réalisateurs de tous les temps. On le connaît pour Les Affranchis, Taxi Driver, Shutter Island, Le Loup de Wall Street ou encore plus récemment Killers of the Flower Moon qui sort le 18 octobre de cette année. Sauf que malheureusement, on verra jamais cette version parce qu'il avait juste pas mis d'option sur le livre. Un peu bête quand même. Le projet va ensuite passer entre les mains de plusieurs artistes différents jusqu'à un certain Ridley Scott. Et Ridley Scott, c'est pas non plus n'importe qui puisqu'il vient de sortir Alien, qui est quand même une production assez conséquente. Le seul petit problème, c'est qu'il est déjà occupé, et ce par une production encore plus conséquente. Je parle là de Dune. Heureusement pour nous, Scott va perdre son frère, cette phrase est horrible, et il va quitter le projet qu'il jugeait trop lent pour se changer les idées, en entamant enfin la réalisation du film qu'on connaît aujourd'hui, sous le nom de Blade Runner. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour le rôle principal, il pense d'abord quelques temps à Dustin Hoffman, mais celui-ci finit par refuser parce qu'il n'était pas très d'accord avec la vision du personnage. D'autres acteurs vont ensuite être envisagés, genre Schwarzenegger ou Al Pacino, mais c'est finalement Harrison Ford qui va être choisi pour incarner Rick Deckard. Pour rappel, il sortait à l'époque de Star Wars ou Les Aventuriers l'Arche perdue. Rien que ça. Dans le rôle du méchant, c'est Rutger Hauer que Scott va choisir sans même faire de casting, car il était convaincu de sa capacité à l'incarner en ayant découvert sa performance dans de précédents films. Et pour une fois, cet excès de confiance se montrera franchement concluant. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour le reste du casting, les acteurs se montreront tous assez talentueux, mais j'ai la flemme de tous les citer, donc je vous les affiche à l'écran.
Le tournage commence enfin le 9 mars 1981, et il s'achève 4 mois plus tard, sous la pression de la prod qui refuse de payer si ça prend trop de temps. Et on y reviendra plus tard, mais c'est pas la seule fois qu'elle va causer des problèmes. Pour ce qui est des décors, ils vont créer une grande étendue de rues futuristes qui franchement tiennent plutôt la route, et ils vont filmer dans des endroits assez stylés comme Lenny's House, une résidence de Los Angeles, la gare de Los Angeles, ou encore le Bradbury Building, lui aussi situé à Los Angeles. L'ambiance sur le tournage est pas incroyable, Scott et Harrison Ford ne s'entendent pas beaucoup, et la paix avec l'équipe est également très tendue. Pour l'anecdote, ils répondaient à chaque ordre de Scott « Yes, Governor », littéralement « Oui, gouverneur », et ils se sont même un jour ramenés avec des t-shirts notés « Oui, gouverneur, virgule, mon cul », ce à quoi le réal a répondu en portant un chapeau d'amiral britannique et un t-shirt « Xenophobia sucks ». La cohésion d'équipe, c'est cool. Je vous parlais de la prod juste avant, et justement on arrive à un sujet moins drôle, qui est qu'elle a été plutôt mal choisie. Par exemple, une des clauses du contrat stipule que si le budget du film dépassait celui prévu initialement, cette dite prod peut prendre le contrôle intégral de celui-ci. Et bah devinez quoi, c'est ce qui va se passer. Et Scott va être à deux doigts de se faire virer du projet. On peut d'ailleurs remercier le président de la boîte qui va exiger qu'il garde son poste. Déjà là, ça sentait pas bon. Quelques temps plus tard, les premières projections tests vont être effectuées et malheureusement les spectateurs n'aiment pas trop et ne comprennent pas bien l'histoire. Les producteurs imposent alors une voix off explicative et une happy ending. Pour ce qui est de la voix, Harrison Ford va être forcé de la faire. Il dira d'ailleurs plus tard que c'était un véritable cauchemar et que ses lignes de texte étaient vraiment pas ouf. Ce qui est vrai. Et pour ce qui est de la happy ending, elle sera tout simplement faite avec des rushs inutilisés de Shining. Et tout ça ne correspond évidemment pas avec la vision de l'auteur. C'était déjà la deuxième version du film. Il sort ensuite en avant-première, une première puis une seconde fois, encore modifié. Troisième version. Le 25 juin 82, il sort différent, officiellement aux États-Unis, et il est encore modifié pour sa sortie dans le reste du monde en septembre 82. Cinquième version. En 86, il est censuré sur pas mal de points pour être diffusé sur la télévision états-unienne. Sixième version. En 92, après qu'on ait ressorti le film en salle sous le nom Director's Cut sans l'accord du réal, Ridley Scott décide de remonter une version lui correspondant réellement, en supprimant la voix off, la happy end et d'autres choses qu'il aimait pas, sauf qu'il déclare plus tard que le manque de temps, d'argent et de disponibilité ont conduit au fait que ce Director's Cut ne soit pas à son goût. Septième version. Enfin, en 2007, il sort sa version définitive de l'œuvre, après 25 ans d'existence, qui, elle, correspondra vraiment à ce qui était prévu à la base, son Final Cut. Il aura fallu 25 ans et 8 versions du film pour qu'il soit finalement aimé du public et acclamé par la critique. Comme quoi, bien choisir sa boîte de prod, c'est important. Le film se déroule en 2019 dans un Los Angeles futuriste où la pauvreté grandissante est en opposition face au progrès technologique, où le brouillard et la pluie incessante ne laissent jamais entrevoir un rayon de soleil. L'homme, après avoir surexploité les ressources terrestres, part maintenant à la conquête de l'espace et même de la vie. Après les animaux fabriqués de toutes pièces, c'est au tour des humains de se transformer en machines. On les appelle des réplicants. Employés comme esclaves modernes pour des travaux physiques ou dangereux, voire comme objets de plaisir. Ça veut dire des putes si vous aviez pas compris. Certains d'entre eux se rebellent à la conquête de liberté. C'est le rôle des Blade Runner, des unités de police spéciales, de tuer ces réplicants dans ce genre de situation. Voilà, je crois que le décor est posé. On suit Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui est rappelé pour une mission très importante. 4 réplicants ont infiltré la Terre après avoir détourné un vaisseau spatial et massacré les passagers. Leur but ? On sait pas. Et je pense vous avoir à peu près bien résumé le début de l'histoire. J'en dirai un peu plus au fur et à mesure de la vidéo, mais je peux pas non plus raconter le reste, sinon ça s'apparenterait à du spoil. Et je vais donc faire une pause sur tout ce qui s'apparente à l'histoire, la critique de la société, pour aborder un autre sujet que vous avez déjà pas mal vu sur la chaîne, l'ambiance. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, j'ai récemment sombré dans la SF cyberpunk. J'adore ça. Sauf que je sais pas vraiment pourquoi. Pourquoi est-ce que je trouve ça si cool de quitter ma chambre au beau milieu de la France pour me rendre à Neo-Tokyo, une ville japonaise anciennement dévastée par la guerre nucléaire? Pourquoi est-ce que j'aime incarner un chat pour me balader dans les égouts d'un dôme rempli de robots? Pourquoi est-ce que je passe ma meilleure vie à imaginer une société ravagée par la corruption et des gens rongés par la misère? Et bah la réponse, je la trouve dans l'œuvre à l'origine de tout ça. Je la trouve dans Blade Runner, et surtout dans l'âme que ce film dégage. Déjà visuellement c'est magnifique, que ce soit dans le traitement de l'image, dans les couleurs, dans ces décors où tout baigne dans un brouillard bleuté illuminé par les néons de la ville, ou que ce soit dans les effets spéciaux qui
à l'époque avaient ébloui tout le monde, et qui encore aujourd'hui tiennent toujours la route. Certes, ça fait parfois un peu kitsch, surtout dans les zooms sur des miniatures, mais personnellement je trouve que justement ça y ajoute du charme. Pour vous montrer un exemple tout bête de l'attention aux détails qui est mise, rien que la composition même des bâtiments est réfléchie pour correspondre le mieux à ce qui serait le plus logique. On se retrouve dans des immeubles énormes à l'architecture très datée, par-dessus lesquels les habitants ont ajouté des néons et des éléments modernes parce que c'était trop cher de tout raser, ce qui donne cette esthétique de mélange entre époques vraiment unique. Il faut savoir que je suis le genre de personne très relou qui préfère regarder un film seul pour pouvoir se plonger intégralement dedans. Et là, c'est probablement l'atmosphère la plus unique que j'ai vue dans un film. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'elle arrive à bien nous transporter dedans, peut-être parce qu'elle accentue très bien la solitude et ce genre d'émotions, mais par-dessus tout, il y a un élément qui vraiment renforce intégralement l'ambiance du film, c'est la musique. Mais juste avant de vous présenter la musique de Blade Runner, vous devez vous douter que j'ai pas tellement les droits. Et par conséquent, ma monétisation va instantanément partir en fumée à la première note. Alors si vous pouviez en échange appuyer sur ces petits boutons s'abonner, liker et partager, ainsi qu'aller voir mes autres réseaux dont les liens sont dispo en description, ce serait très cool de votre part. Merci. Faites l'expérience. Fermez les yeux, mettez un casque audio, lancez l'OST du film et imaginez-vous seul, dans votre voiture volante, à naviguer entre les immeubles sous une pluie torrentielle qui s'abat sur vos vitres. ASMR. Personnellement, c'était la première fois que je me mettais à écouter une musique de film premier degré, rien que pour me replonger dans cet univers. Et cette OST incroyable, on la doit à Vangelis, notamment compositeur de Chariots of Fire, malheureusement décédé en 2022. Je devais le mentionner. Je vous ai dit que Blade Runner c'était une œuvre majeure du cinéma, mais donc on peut pas juste la résumer à son ambiance. Parce que le cinéma c'est avant tout la maîtrise de la caméra et tous les messages qu'on arrive à faire passer à travers cette dite maîtrise. On va donc lancer le film. Voilà, ça c'est le premier plan qui déjà dès le début nous pose très bien la situation. Au-delà du fait qu'on sait qu'on est dans un monde futuriste parce qu'il y a des gros bâtiments et des voitures volantes, on a déjà la thématique de l'exploitation des ressources avec au premier plan la raffinerie qui s'embrase et qui, en plus, est située en plein milieu de la ville comme s'il y avait plus de place ailleurs, que tout l'espace libre terrestre était occupé. On arrive ensuite à cet énorme bâtiment qui surplombe la ville et qui se trouve être celui de la Tyrell Corporation, société créant les réplicants. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, on sait déjà que la création d'Android, c'est un système massif qui domine le marché, voire même l'humanité elle-même, ça part un peu loin, parce que si on y prête attention, c'est une construction vraiment énorme, comparable à une montagne, alors que le reste de la ville, lui, n'a absolument aucun relief, comme s'il était dominé et écrasé par ce géant industriel. Si on saute la séquence d'introduction d'un personnage et qu'on avance un peu, on s'aperçoit aussi que la caméra descend peu à peu pour arriver au niveau des gens, entassés en masse dans des rues pauvres et irrespirables. On peut évidemment se douter que les voitures volantes ne sont accessibles qu'aux plus fortunés ou aux flics, et donc on peut établir une symbolique de la hauteur avec dans le ciel les riches et dans les ruelles les pauvres. Je vais essayer de pas être trop cliché en parlant de hiérarchie des classes, mais on peut aussi noter que pendant que les plus fauchés n'ont plus aucune place, qu'ils ne voient rien et qui se retrouvent à étouffer dans leur mobilité réduite, les plus aisés
policiers ont toute la place qu'ils veulent, se déplacent à volonté et profitent de la vue sans une seule particule de brouillard devant. Et puis on peut également voir qu'à chaque décollage, ils dégagent une grosse vapeur bien étouffante, comme si ils crachaient à la gueule des pauvres. Et voilà comment, en seulement quelques plans, la simple direction d'une caméra mêlée à une ou deux images a réussi à raconter toute une histoire, la hiérarchie des personnages et à poser l'ambiance du reste du film. Si c'est pas stylé, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vous l'ai peut-être pas dit jusqu'à maintenant, mais chaque répliquant a une forme humaine, ce qui le rend physiquement indiscernable de tout être humain. C'est pour ça qu'un test a été mis au point dans le but d'examiner l'empathie des personnes suspectées afin de savoir si elles sont humaines ou non. On le voit au début du film. Et quelques temps plus tard, le héros se rend à la Tyrell Corporation pour récolter les informations. Le Big Boss lui demande alors de faire ce test sur son assistante, Rachel, qui avait l'air de plutôt bien lui plaire. She's a replicant, isn't she? I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30 cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. We began to recognize in them strange obsession. After all, they are emotionally inexperienced with only a few years in which to store up the experiences which you and I take for granted. If we gift them with the past, we create a cushion or pillow for their emotions, and consequently we can control them better. Memories. You're talking about memories. Et déjà là, on touche la grosse question du film. Les répliquants ont-ils une âme? Sont-ils humains? Bah c'est là que je vais commencer à spoil un peu, donc si vous avez pas vu Blade Runner, cassez-vous, foncez sur le Final Cut de 2007 et régalez-vous. Vous reviendrez ici après. Je précise quand même aux plus sensibles d'entre vous qu'à un ou deux moments c'est pas un film pour tous les publics, je veux pas être responsable de vos terreurs nocturnes. On apprend donc que Rachel est une réplicante, mais qu'elle-même ne le sait pas, car on lui a implanté des faux souvenirs. Vient alors cette question, est-ce qu'elle a vraiment des sentiments? On la voit pleurer, désespérée, et avant elle semblait quand même sacrément réel. Est-ce qu'il serait possible que ces pures créations ne soient pas ce qu'on pense réellement? Pendant 2 heures, le doute sera installé pendant que le héros assassine, un par un, chaque répliquant. Pendant qu'il tue, sans aucune pitié, ses frères et sœurs? Car en effet, une autre question persiste également. Rick Deckard est-il un répliquant? À un moment dans le film, il fait un rêve d'une licorne. Normal, qui ne rêve pas de licorne. Sauf qu'à la fin, lorsqu'il s'apprête à quitter la ville, il tombe sur un origami fait par un personnage qu'on a vu plus tôt. Un origami en forme de licorne. Et là tout change. Ça suggérait que ce rêve aurait été implanté, comme Rachel et ses faux souvenirs, que les autres policiers le savaient déjà, que depuis tout ce temps les Blade Runner sont des réplicants. Un véritable coup de génie scénaristique qui nous dit potentiellement que le héros qu'on pensait humain depuis le début ne le serait en fait pas, ce qui rendrait la frontière entre homme et soi-disant machine encore plus fine. Qu'est-ce que l'humanité si des êtres créés de toutes pièces sont identiques à nous? Qu'est-ce que l'existence si on a la capacité de la manipuler? On peut peut-être trouver la réponse à la question de l'humanité des androïdes dans la scène qui précède celle-ci. On en est au climax du film, Deckard est poursuivi par le grand méchant, il est certain de mourir, suspendu au-dessus du vide. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off
the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Avant de rendre son dernier souffle, Roy Batty accomplit enfin un acte humain. Est-ce que ça prouverait pas quelque chose? Ce monologue, c'est un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, et dites-vous qu'à la base, il a failli ne pas exister. C'est Rutger Hauer qui a improvisé sa fin parce qu'il l'a jugé trop technique. Et vous voulez savoir le plus magique? L'acteur est malheureusement décédé il y a quelques années, c'est pas ça qui est magique. Mais pas n'importe quand. Il est décédé en 2019, la même année que son personnage. Comme s'il était figé à jamais dans sa meilleure interprétation, intemporel et culte pour l'éternité. Je tiens à préciser que j'ai zappé énormément de passages importants du film, genre les 4 heures de durée de vie, J.F. Sebastian ou les autres répliquants, mais ça se prêtait pas vraiment au format YouTube. Si vous avez aimé Blade Runner, vous pouvez aller voir les 3 courts-métrages officiels disponibles sur YouTube, et surtout, découvrir son excellente suite, sortie en 2017, Blade Runner 2049, que j'aborderai peut-être dans une future vidéo si vous en avez envie. J'espère que parler de cinéma pour une première fois vous a plu, je vous rappelle évidemment de vous abonner et de vous rendre sur tous mes réseaux, et je vous laisse sur cette ambiance cyberpunk. Merci à tous, c'était Bloc Lunaire.